Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. On the start. Oh, contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, c'est le numéro 229 et on va parler ensemble du 9e Grand Prix de la saison du côté de la Tchéquie sur le circuit de Brno. Et ça tombe bien, je crois que c'est le circuit préféré de ceux qui m'accompagnent aujourd'hui, Pierre et Thibaut. Comment ça va? Chaudement? Ouais, salut. Bah écoute, Salut oui, tout le ça va monde. très bien et ouais, super circuit Brno, donc on est content de le revoir au calendrier depuis l'an dernier. Ça, chaudement et toujours champion du monde surtout. Donc tout va bien. Alors quelques petites news pour commencer avec Munoz en Moto3 qui est gravement blessé au bassin suite à sa chute du dernier tour à Balaton Park, remplacé par Marcos Uriarte. En Moto2, on a Angel Piqueras qui avait tenté un retour en Hongrie mais qui avait jeté l'éponge après le vendredi. Il revient et il fera le week-end entièrement cette fois-ci. Et puis Jacob Roulstone remplace toujours Mario Agi. En MotoGP, un peu plus de news. On a Trackhouse qui recrute Guidotti à effet immédiat en tant que team manager. Il était ancien team manager Pramac puis KTM notamment, avant d'être remplacé par Aki Adjo en 2025. En remplacement du coup de David Ebrivio en partance pour le HRC l'année prochaine. Et puis côté HRC, c'est Mikiko Kawase qui devient le nouveau team manager de l'équipe pour l'année prochaine, alors que Puig prend une pré-retraite en tant que conseiller spécial du team. Pas d'indication claire par contre sur la place de David Ebrivio dans cette hiérarchie. A signaler aussi l'annonce officielle MotoGP Group et MSMA, l'association des constructeurs, le renouvellement du contrat qui les lie pour 5 ans jusqu'en 2031. Le MotoGP continue donc au moins pour 5 ans, c'est une bonne nouvelle. Et puis les teams usines feront des tests de la 850 cm3 à Bordeaux ce lundi après le Grand Prix. On ne saura pas qui pilotera ou non. Donc les premiers tests officiels. C'est ça. Le problème, c'est qu'ils sont pas non plus diffusés ou commentés, donc on n'aura pas forcément d'infos de première qualité. Oui, et puis les pilotes vont découvrir enfin cette 850 cm3 ainsi que les nouveaux pneus Pirelli, et ça c'est vraiment important pour ceux qui vont pouvoir piloter. Ouais, exactement. Et on verra si, on verra. On pourra peut-être déjà sentir un peu si Toprak est un peu en avance sur les Pirelli. J'ai des copains qui me disent que oui, déjà, en disant il va fumer tout le monde l'année prochaine avec les Pirelli. On va voir. Parce que c'était encore compliqué ce week-end, mais on va pas spoiler. Il lui manquera seulement la moto. Ouais, moi je pense C'est ça. que si Boulega signe en MotoGP, il aura vraiment un temps d'avance sur le reste, quoi. Ouais, c'est clair. On passe à la Moto3, messieurs, si vous le voulez bien, sauf si vous aviez une réaction sur les autres news. Ouais, je suis super content de revoir Guidotti dans le paddock. C'est un team manager que j'appréciais beaucoup chez Pramac. C'est vraiment lui qui a participé au renouveau de Pramac avec la montée en puissance de Ducati dans les années fin des années 2010. Donc voilà, après on sait que l'échec KTM, bon bah ça arrive, et puis on sait que les Autrichiens c'est particulier. Donc vraiment content de le revoir dans le paddock. Je pense que Trackhouse c'est un team qui peut lui correspondre. Pour Honda, j'attends de voir. Je suis content que Pitch en va enfin, mais Ouais. j'attends de voir ce que ça va donner. S'il y a un peu de mieux chez Honda, bon, c'est un peu en dents de scie là ces derniers GP, mais on sent que ça monte tranquillement comparé à d'autres équipes japonaises qui stagnent dans la nullité. c'est un peu moins déprimant quoi, donc à voir effectivement. Alors en Moto3, si vous le voulez bien, on a Danish Pini et Pratama qui ont 12 places de pénalité sur la grille pour avoir roulé trop doucement. Et dommage pour Danish qui avait fait le deuxième chrono en qualif, mais vous allez voir que ça lui a pas posé trop de problèmes puisque c'est lui qui remporte la course pour une demi-seconde devant Brian Uriarte et complète le podium Maximo Quiles. Voilà, et au championnat, on a Quiles toujours en tête avec 186 points, Alvaro Carpe qui nous fait deuxième provisoire avec 121 points, et Brian Uriarte qui est troisième avec 92 points au championnat provisoire. Voilà, donc c'est la première victoire pour Hakim Danish. Le dernier Malaisien vainqueur était Karol Idampawi en 2016. Donc magnifique remontée. Je pense qu'on peut commencer par là. Ouais, bah c'est sûr, il fait le deuxième chrono en qualif, finalement il part 14e. Premier tour, il se retrouve 6e, et ensuite il est toujours dans le groupe de tête et il remporte sa première victoire. Vraiment un pilote rookie qui fait une
un très bon début de saison. Alors vraiment les premières courses, c'était correct sans plus, mais là depuis quelques courses, il a vraiment passé un cap et maintenant je pense qu'on le verra, très, très régulièrement dans le top 5 et c'est vraiment sympa aussi de voir une nouvelle nationalité, on va dire, un Malaisien qui gagne. Comme tu le dis, 10 ans depuis, la dernière victoire d'un Malaisien, donc ça change, moi je trouve ça sympa. Yes, et puis Pratama qui nous fait aussi une belle remontée, qui est parti 20e et qui finit 5e. Pas sur le podium, mais Mmh. Ouais, bah, pareil. belle course aussi. Pratama, il a longtemps été dans le bon groupe, mais à l'arrière du bon groupe et finalement il finit, à l'arrière du bon groupe. C'était quand même une belle course vu sa remontée, surtout il a tout mis dans les premiers tours et le départ, hein. C'est surtout là qu'il était très fort. Et lui aussi, je trouve, il est toujours là à faire une belle saison. Il est toujours régulièrement dans les 5. Pour un rookie, c'est quand même bien. Pas mal. Ouais, donc les rookies, tu parlais de Thibaut, mais ils ont passé un gros gap, ouais, depuis quelques courses, comme Danish ou Uriarte, et puis, comme tu disais aussi, Pratama depuis le début de saison toujours là. On a 4 rookies dans les 7 premiers du général, c'est intéressant. Là, on a du beau monde, et on avait noté aussi les léopards qui finissent, que 14 et 16e, donc encore, très compliqué pour eux. Bah, je sais plus qui disait, mais voilà, quand Léopard arrête de tricher et d'ouvrir sa moteur en douce, c'est plus difficile. Non, c'est gratuit. Ouais, bah, pour les léopards, forcément, c'est pas très brillant ce week-end. Je veux quand même souligner la performance de QS et cette fois, bah, il a pas réussi, à pouvoir jouer son jeu jusqu'au bout. D'habitude, c'est souvent le plus intelligent en fin de course et là, il se fait avoir, donc c'est pas souvent qu'on voit cette configuration avec lui. Mais bon, il est encore sur le podium et c'est vrai que c'est quand même le 7e, 8e podium en 9 courses. On va dire qu'il est quand même sur de bonnes bases. Ah oui. Ouais, c'est clair. Passons à la Moto 2 du coup avec, Barry Baltus qui est forfait suite à une chute le vendredi. Donc saison noire, hein, pour le Belge, très compliqué, et puis Alonso Lopez qui est également forfait après le vendredi. Il est remplacé en urgence par, Milan Pawelek, un pilote polonais, excusez-moi pour la prononciation du nom polonais, mais le pilote polonais qui est champion en titre, pardon, en junior Moto 2, et en course, le podium est cette fois-ci, dirigé par Ivan Ortola qui remporte la course. David Alonso fait 2e et Philippe Salage complète ce podium. À noter la chute d'Aaron Canet, évidemment. Et au championnat, on a Gonzalez, du coup toujours en tête avec 166,5 points, Guevara 2e avec 115 points et Vigetti 3e provisoire de ce championnat de Moto 2 avec 109 points. Vous voulez commencer par parler de qui, messieurs? Peut-être Ortola qui gagne sa Bah première ouais, course, carrément. en moto 2. Moi, c'est un pilote, on n'en parle jamais. C'est un peu un pilote discret, ce n'est pas le pilote, bon, c'est un Espagnol, mais on parle très peu de lui, mais c'était déjà le cas en moto 3 et il me fait penser un peu à un Marco Bezzecchi, époque moto 3, moto 2. Pas le pilote dont on parle le plus. Quand il arrive, première saison quelconque et puis en fait, il progresse petit à petit et aujourd'hui, Ortola, depuis quelques courses, il est, ouais, régulièrement dans le top 5. Il a déjà fait d'autres podiums. Et oui, aujourd'hui, c'est vraiment un pilote en fait qui doit compter. Alors que si on demande, à n'importe quelle, personne qui suit le Moto2, «Cite-moi des pilotes Moto2», très peu de gens vont donner le nom d'Ivan Ortola, alors que c'est un très, très bon pilote cette saison. Ouais, tout le monde va citer Honjo, évidemment, pilote Moto 2. Tout à fait. Ouais et Surtout vu sa je saison. tenais à compléter, pour Ortola, je tenais à compléter, on l'a pas dit, mais il a subi une pénalité, en qualif et du coup, il a dû faire un long lap sur cette course et il finit quand même, devant Alonso qui avait mené, tout du long. Donc énorme performance pour le pilote espagnol. Et puis, autre performance, c'est celle de David Alonso qui signe du coup son premier podium de la saison et sa première pole position en Moto 2. Eh oui, la saison, elle est pas si top que ça quand même, pour Alonso. Même s'il est 5e au championnat, c'est pas complètement joué, Bah, mais c'est il y a vrai. des résultats, enfin il y a 2 résultats blancs, et le reste des courses, il fait 10 points ou plus, ce qui est, il est autour de 10 points à chaque course. En fait, il est régulièrement vers la 5e place, mais c'est vrai, c'est surprenant. Premier podium de la saison après la 9e course. Je pense que enfin, quand on devait tous se dire: «Bah, Alonso, on l'a déjà vu sur le podium cette saison», mais en fait non. Pareil, première pole position en Moto 2, alors que je pense qu'on était tous persuadés qu'Alonso avait déjà fait des poles.
Et c'est vrai il est toujours vers la 5e place, mais il lui manquait le petit truc pour être sur le podium. Et là, enfin, il l'est, donc ça va peut-être vraiment le lancer correctement, pour la deuxième partie de saison. Ouais. Pierre, un mot sur, Alonso? Un très, très beau week-end d'Alonso. Je pense que, depuis qu'il est monté l'année dernière, on attendait, des performances de ce niveau-là, peut-être un peu plus rapidement. Mais enfin, elles arrivent, assez ré quand on compare à beaucoup d'autres, hein, faire ça en début de sa deuxième saison dans la catégorie, c'est déjà très, très bien. Donc je pense qu'il va prendre de la confiance et il y a pas de raison que ça s'arrête, hein. C'est un pilote extrêmement, talentueux. Peut-être déjà au HRC l'année prochaine, on verra. Pour moi, Alonso, c'est le genre de pilote, avec la confiance qui arrive, il peut ensuite enchaîner les victoires ou les podiums, tout le temps. Donc là, c'est peut-être un peu un tournant de la saison pour lui. Ouais, c'est pas faux, ouais. À voir. À voir et puis Salah qui signe, un podium à la maison. C'est un très bon résultat pour lui aussi, pour le Tchèque. Ouais, moi je Heu, trouve ça ouais, j'ai trouvé que c'était sympa ce ouais. podium pour Salah, devant son public, devant les fans, tchèques. Surtout que c'est son deuxième podium d'affilée cette saison, donc est-ce que ça signe, quelque chose? Parce que bon, c'est un pilote, on a plus trop voilà, ça fait quand même un certain temps qu'il est dans cette catégorie et cetera. Là, ça fait 2 podiums d'affilée. Est-ce que ça peut déclencher quelque chose? Je sais pas. Voir aussi, comme pour Alonso. En tout cas, les places vont être chères, hein, pour aller devant. Agius perd un slider, pour la petite, histoire, mais termine quand même 4e, hein, comme quoi on n'a pas besoin de slider pour rouler vite. Lui aussi, il est régulier pour le coup. 4e, au championnat provisoire avec, 2 points seulement qui le séparent de Vietti. Donc pareil, début de saison intéressant pour lui. Ouais, c'est un peu comme Alonso régulièrement, dans le top 5. Bon, sauf que lui, il a quand même, déjà enfin 2 victoires. Mais c'est pareil, on n'en parle pas tant que ça de d'Agius, mais on s'aperçoit il est régulier. Et aujourd'hui, Ouais. alors pour viser le titre de champion du monde, ça risque d'être compliqué, mais un top 3 du championnat, c'est possible, en fin de saison. Ouais, rappelle qu'il a signé, 2 victoires d'abord aux États-Unis et puis après en Espagne, après 2 résultats blancs. Donc intéressant à voir, si ça se poursuit. Et puis, González et Guevara, les 2 premiers du championnat, ne se lâchent pas sur cette course et terminent ensemble. C'est des beaux points pour les 2 premiers, ouais. Ouais, clairement pour Gonzalez, c'est pas un bon week-end. Il se qualifie assez loin, je crois, mais finalement, bah, il termine bien 5e, la course, il a été régulier, sérieux, donc je pense que c'est vraiment, c'est pas tant les moments forts qui est important pour gagner un championnat, c'est gérer les temps faibles et là, je pense que ce week-end, c'était un temps faible pour lui et il termine quand même 5e, donc plutôt une très bonne chose. Gonzalez, il a eu, il me semble 6 places de pénalité sous la grille. Donc c'est aussi pour ça qu'il partait plus loin. Mais comme tu le dis, en fait, c'était pas le week-end, un très bon week-end pour lui, mais il marque des gros points. Et ça, en fait, c'est typiquement le truc qu'il faut quand tu vises un titre, quand tu veux être champion du monde. Quand tu n'es pas spécialement dans le coup, tu termines 5e, bah, c'est quand même super plutôt que de finir par terre. Passons à la MotoGP si vous le voulez bien avec, Alex Marquez qui est de retour, mais enfin qu'on pensait de retour, mais qui était finalement forfait après le vendredi soir. Et puis Johann Zarco toujours absent qui se remet, tranquillement de ses grosses blessures, encore remplacé par Cal Crutchlow. En sprint, le podium est composé de Bagnaia, Ogura et Marc du coup, hein, parce que Alex Marquez n'est plus là. À noter les chutes de Crutchlow, Bezzecchi, Marini et Pedro Acosta. Morera aussi et Vinales qui ont chuté dans le premier tour. Au GP du dimanche, on a victoire de Marc Marquez suivi par Ayogura et c'est Francesco Bagnaia qui complète le podium de cette course du Grand Prix de République tchèque. Ont chuté pendant cette course Pedro Acosta, Alex Rins et Fabio Quartararo. Au championnat, ça donne Bezzecchi toujours en tête malgré un résultat blanc puisque on en reparlera tout à l'heure, mais il n'a pas pu courir le dimanche. Martin deuxième avec 172 points et Di Gianantonio complète le podium provisoire avec 157 points. Marquez remonte à la 4e place avec 140 points. On commence par Aprilia du coup parce qu'effectivement le fait du week-end c'est que Bezzecchi soit suspendu. On rappelle qu'il a chuté en sprint alors qu'il était 5e et puis a giflé un commissaire dans le bac. La question c'est pour vous, est-ce que c'est une sanction sévère, oui ou non?
Pour moi, oui, la sanction est très sévère. Alors, on ne va pas excuser Bezzecchi d'avoir mis une claque, au commissaire. Maintenant, dans l'action, il s'est énervé. Bon, il y avait l'adrénaline, tout ça. Il ne doit pas faire ça, d'accord, mais c'est quand même très sévère de le suspendre, un GP. Sachant alors oui, on ne touche pas au commissaire, on sait que sans commissaire, il n'y a pas de course. Maintenant, on a eu le commissaire de piste qui a donné une interview à la télé anglaise où lui, bah, il excuse Bezzecchi. Enfin, pour lui, il trouve qu'on a beaucoup trop fait, par la suite. C'est dommage surtout pour le championnat. C'est la première fois pour moi où on voit quand même un pilote qui est sanctionné comme ça, hors manœuvre dangereuse, en pleine course, hein. On avait eu, à l'époque, Romano Fenati qui avait été suspendu deux courses alors quand même en pleine ligne droite, il avait pris le frein de Manzi. C'était quand même un peu plus grave. Voilà, c'est qu'en fait, pour moi, c'est un peu le problème des sanctions. Certaines fois, les sanctions sont peut-être pas assez sévères. Pareil, on avait eu Denis Onjou à Austin une année où en pleine ligne droite, il avait percuté Alcoba, Acosta, où tous les pilotes avaient chuté dans une ligne droite. Là, c'était super dangereux. Là, c'est une petite gifle. Enfin, pour moi, ça va. C'est pas non plus, faut pas trop en faire. Quand on entend certains qui disent que Bezzecchi doit aller dans un hôpital psychiatrique, qu'il a tapé le commissaire, c'est quand même pas non plus un coup de poing. C'est une petite gifle comme ça. Pour moi, on en fait un peu trop. Pour une fois, on n'est pas toujours d'accord, c'est bien. Non, je suis pas d'accord avec Thibaut. Alors oui, Bezzecchi mérite pas, l'asile psychiatrique ou d'aller voir un psy pour ça. Je suis d'accord, sous le coup des émotions, de la colère, du stress, enfin plein de choses. On peut comprendre son geste. Pour autant, la sanction, elle me paraît, ni sévère, ni disproportionnée, ni légère. Je pense qu'on est vraiment dans ce qu'il fallait taper, c'est-à-dire, tu gifles 2 fois un commissaire de piste, un représentant officiel de la FIM. Bah, écoute, tu roules pas le lendemain. Ça me paraît, bien. Logique. Moi aussi, Ouais, je trouve ça logique, logique. en sachant de mémoire, qu'il avait déjà été sanctionné pour des gestes envers un commissaire en Valence 2022. Donc quelque part, c'était une récidive, même si on est à 4 ans d'écart, 3 ans et demi. Voilà, c'était déjà un pilote qui avait eu une sanction par rapport à un comportement limite envers des commissaires de piste. Ouais, après Valence pour moi, c'était il me semble il avait pris l'extincteur, qu'il avait voulu prendre l'extincteur d'un commissaire qui la moto en fait avait un peu pris feu Mmh mh. et le commissaire, en mettait l'extincteur de partout. Donc lui, il avait pris l'extincteur pour éteindre, seulement là où il y avait le feu. Enfin voilà, après je pense qu'au final, Bezzecchi, c'est pas un mauvais gars non plus. Non, on Ah est d'accord. c'est C'est pas le jeu. Ouais, je pense qu'on a quand même pire, voire même si tous les pilotes, MotoGP, doivent pas être méchants, savent très bien ce qu'ils doivent au commissaire, savent très bien ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Voilà, c'est le coup de l'énervement sur le moment, j'ai envie de dire: «Faut passer à autre chose maintenant» et tant pis pour lui. Ouais, moi je trouve que c'est juste, que c'est, pour l'exemple aussi parce qu'en plus en tête du championnat, il a un peu plus de responsabilité qu'un Miller ou qu'un Toprak, qui est dans les fraises, enfin je pense, c'est que mon avis. Et de toute façon si, c'est ce qu'on disait sur la conv, sur Seki en pôle, mais, pour moi si c'est pas réagir à la pression, parce qu'on dit: «Oui, c'est il est sous pression et tout», peut-être qu'il est déçu de chuter en sprint alors qu'il était 5e, mais de là à gifler un commissaire, alors qu'en plus tu étais 5e, tu étais même pas 1er dans le dernier tour, pour jouer le championnat, enfin pour jouer le championnat et pour gagner le championnat. Heu, Si déjà il perd un peu ses nerfs à ce niveau-là de du championnat, je donne pas très cher de sa peau sur les 3 dernières courses s'il est en tête, hein. Mais c'est C'est que là, un en Tu peu, les fait tuer Marquez dans la roue. ouais, sans doute. en fait, là, c'est Bezzecchi sur ce week-end, enfin, il avait déjà, je crois qu'il avait marqué 7 points en Hongrie. Là encore, il chutait et c'est la première fois depuis le début de saison où ça ne va pas dans son sens. Où en fait, il n'a pas enfin, des fois, tu es dans une, spirale négative, d'autres fois dans une spirale positive. Depuis le début de saison, tout lui réussissait plus ou moins. Même, en Catalogne où il avait fait son plus mauvais week-end, mais au final, il avait marqué quand même beaucoup de points avec, toutes les chutes. Et là, c'est vraiment depuis entre la Hongrie et la République tchèque, c'est la première fois de la saison où ça se passe mal pour lui. Et c'est là, en fait, où ça va être compliqué pour lui et il doit réagir, en fait, dès Assen pour, repartir de l'avant.
Et surtout marquer des points en sprint, parce que quand je regarde le résultat sur toute la saison pour Bezzecchi, c'est surtout la sprint qui pêche. Il a beaucoup vendangé en sprint. Mm. Après, ouais, en Hongrie, il a pas eu de chance parce qu'il se fait foucher par son coéquipier le dimanche. Mais du coup, là, ça fait trois résultats blancs de suite avec les deux GP et la sprint. Donc, il va falloir qu'il fasse attention. On peut peut-être enchaîner, pas sur ses coéquipiers, mais sur pourquoi il a frappé le Marshall, le fait que la moto soit pas coupée dans le bac, parce qu'il y a des changements techniques sur les motos pour répondre à un règlement technique qui a changé sur le fait qu'un pilote ne peut pas repartir si sa moto coupe dans le bac. Donc tous les constructeurs, ils ont inventé un système qui fait que la moto ne coupe plus dans le bac. Du coup, quand le commissaire a voulu relever la moto, je ne sais pas s'il a mal fait les choses ou pas, mais le fait est que il a tiré sur le guidon, ça a tiré l'accélérateur, ça a fait monter la moto au rupteur, et c'est de là dont Bezzecchi a commencé à s'énerver. Est-ce que Sachant que tout ça se fait en 3 secondes à peu près. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est normal aujourd'hui ou est-ce qu'il faut sanctionner, enfin pas sanctionner, mais interdire le dispositif anti-calage que les constructeurs ont mis en place? Parce qu'Aprilia n'est pas le seul, hein, donc c'est un sujet Oui. global, je pense. Oui, 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 de toute façon, on en avait parlé, c'est après le Grand Prix de Catalogne où on avait vraiment pu le voir avec les Aprilia, parce que Martin était par terre à tous les tours. Et en fait, à chaque fois, la moto continue à tourner. Bezzecchi, c'est pareil aussi, dans une chute, la moto, la roue arrière continue à tourner. Pour moi, c'est quand même un peu un souci parce que le pilote alors autant en essai, tu peux repartir, autant en course, là, Bezzecchi, sur une course sprint, bah, tu finis par terre. Excuse-moi, tu feras rien. Alors on continue sur Aprilia avec Martin qui était pénalisé par un double long lap et qui termine 9e à 21 secondes. Pas top ce week-end son long lap où il sort les 2 fois dans le vert en sortie de courbe et revient n'importe comment en piste. Sur ce coup-là, Martin, enfin oui, il fait exprès déjà de sortir dans le vert. Donc il a 2 sorties, sur les 5 autorisées et surtout il revient, mais oui, enfin comme tu dis, n'importe comment. C'est devant, je crois, Bastianini, il a failli le découper en 2. Donc là aussi, il faudrait peut-être voir un peu les règles, que le pilote qui sort d'un long lap, bah, ne puisse pas recouper ou garde au moins une trajectoire à l'extérieur, ne pas recouper la piste. Non, mais je rejoins Thibaut là-dessus. Alors le premier, ça m'a pas choqué, mais la deuxième fois qu'il revient sur la piste, c'est n'importe quoi. Après le vert, c'est un choix. En gros, on a le droit de rouler dans le vert si c'est pas le dernier tour, et donc c'est un choix tactique. On n'est pas, Super voilà, choix. c'est autorisé. Voilà, c'est plutôt une bonne idée, et je crois que quelqu'un l'a fait en Moto 2 d'ailleurs, c'était peut-être Ortola aussi. Donc c'est parfait. Mais comment il revient en s'imposant, poussez-vous, je me mets là, alors que c'est lui qui revient en piste, donc normalement c'est à lui de faire attention aux pilotes qui sont sur la trajectoire. J'ai limite trouvé, alors après je l'ai pas tweeté parce que on va dire que je suis un hater de Martin. J'ai limite trouvé qu'il aurait pu se reprendre une pénalité pour sa deuxième rentrée sur la piste, parce qu'effectivement Binder a failli lui rentrer dedans. Et sinon, bon, sa pénalité, on sait d'où elle vient, c'est son strike de la Hongrie. À part ça, il fait un week-end correct, pas transcendant, mais solide. Ouais, avec sa 5e place en sprint, et du coup la 9e place en course avec la pénalité, c'est plutôt solide. Ouais, c'est costaud. Voilà, pas comme Bezzecchi qui a perdu un peu les pédales du coup. Ouais, pour le coup. Et le meilleur pilote en forme chez Aprilia pour ce week-end, c'était Ogura qui nous signe sa meilleure perf en carrière, 2e. Et puis pole position, la première d'un japonais depuis Nakagami en 2020, je crois, 2022. Depuis très longtemps, quoi. Il a joué la victoire jusqu'au dernier tour. Il ne manque plus que réussir sur un dernier tour à passer les top pilotes, comme Bagnaia en Italie par exemple, et Marquez du coup ce week-end en République tchèque. Mais c'est super intéressant, je trouve, la perf d'Ogura ce week-end. Ça montre que les petits espoirs qu'on avait en début de saison en disant « Ah, dis donc, il garde quand même vachement bien ses pneus, il accélère quand même vachement bien en fin de course », bah, ça voulait dire quelque chose, et on peut être que content pour lui, en tout cas pour ce très beau résultat. Oui, bah on l'avait toujours dit, Ogura, quand il va pas réussir à bien se qualifier, il va faire des super perfs. Là, les deux courses, il a fallu les gagner, honnêtement. Je pense qu'en sprint, les deux Ducati officiels avaient fait le bon choix de pneus arrière, donc ça les a beaucoup aidés, donc Bagnaia a gagné. En course longue, bon bah Marquez, le problème c'est quand tu luttes contre Marquez, bah c'est Marquez qui gagne, à Même de rares blessé, exceptions près. et même Heu, blessé. voilà, donc mais il lui manque pas grand-chose là, c'est bien pour son team, et puis bah qu'il continue comme ça va venir. Ça finira par passer, comme tu dis. Là, il est vraiment pas loin.
depuis plusieurs courses. Il est surtout régulier, il ne fait pas d'erreur. Alors bon, ça peut lui arriver de chuter, mais non, il a vraiment, pour moi, passé un gros cap cette saison. Et maintenant, à chaque course, on se dit, bah, Ogura, ouais, podium, c'est pas une surprise. Fernandez qui est rapide le vendredi et samedi matin et puis, finalement week-end pas foufou pour lui. Mais il revenait d'une opération, je crois, non, Fernandez? Il a été opéré, Ah, c'est possible. donc Non, voilà, il pas aurait 100%, quoi. des problèmes d'appendicite. Il aurait peut-être l'appendicite. Mais après, bon, c'est vrai que Fernandez, on sait qu'il peut être très rapide. Il était très bon le vendredi et le samedi, et c'est vrai qu'il disparaît un peu l'après-midi et pendant la course. Et c'est un peu son irrégularité depuis trop longtemps. Après, il fait quand même 6 et 7, hein. Oui, c'est J'aimerais ça. bien avoir Mais une appendicite et faire 6 et 7. ouais, mais on va le comparer avec un Ogura qui, Ouais. qui aujourd'hui est en train de prendre le dessus. Ouais, c'est peut-être tirer des conclusions un peu hâtives, je trouve, pour le moment. Ouais, sur ce week-end, oui, c'est clair, mais Ouais, même depuis quelques courses à quand même. voir après au championnat, qu'est-ce que j'avais dit? Fernandez est 8 et Ogura est 5. Oui, bon, d'accord, j'ai rien dit. Ouais, alors ça se joue à quand même pas grand-chose, hein. Non, non, Mais mais oui, là, oui, là, oui, depuis, on a bien vraiment sûr. l'impression que maintenant, un Ogura, il est plus régulier. Un Fernandez, Ouais. ouais, il est toujours là, comme tu dis, 6-7, c'est ce qui est très bien, hein, mais il n'arrive pas à être dans le top 5. Non, non, c'est vrai. Pierre, un mot sur, Fernandez? Non, pas de mots sur Fernandez, merci. À part des insultes? Non, je rigole. Non, même pas, non, bah, vous avez tout dit, vous avez tout dit, Non, je plaisante. Alors passons à Ducati, avec du coup Marquez qui enchaîne avec une nouvelle victoire et un podium sprint. La question qui est posée dans le conducteur, c'est: est-ce le favori pour le titre maintenant? Pour moi, ça a toujours été le favori, mais faut quand même souligner que c'est une victoire là ce dimanche, en souffrance physique. Je sais pas si vous avez vu la tête qu'il faisait, derrière sa visière juste à l'arrivée où on sentait qu'il était vraiment au bout du roule, mais un très, très bon résultat. Réussir à passer Ogura, sachant qu'encore une fois, il était blessé alors qu'Ogura est en bonne forme, même si Ogura, bah, c'est encore un «débutant» entre guillemets, hein, sur le paddock. Bah, c'est un résultat intéressant à voir, encore une fois, si physiquement ça va tenir. Parce que je pense que mentalement, il y a pas trop de doute que ça va tenir. Mais c'est vraiment physiquement pour moi, la plus grosse inconnue. ouais, bah, écoute, pour répondre à ta question, moi, je pense pas qu'il est favori parce qu'aujourd'hui, il est, 4e du championnat. Est-ce que par contre, on va revoir le Marquez de l'été dernier, est-ce qu'il va être, titré, à la fin de l'année? Il y a des chances que oui. Il revient, voilà, 37 points le week-end dernier, 32 points sur ce week-end. Il y a rien qui va l'arrêter là, il va se remettre petit à petit de ses opérations. Il a chuté 2 fois ce week-end, en essai, ça l'a pas empêché de faire ses résultats, donc pour moi, ça va être le mode Marquez rouleau compresseur et finito la concurrence, quoi. Le seul qui avait réussi à marquer 37 points, sur un week-end, c'était Martin, au Mans. Mais même, Bezzecchi, son max de points, c'est 31 points. Ouais, Normal, il termine bah, pas les comme on courses l'a à ce dit, rythme. Bezzecchi, c'est son problème de sprint, voilà, c'est Ouais, ça. exactement. Non, mais moi, sur Marquez, je ne le mets toujours pas favori pour le titre. Parce que oui, s'il continue à faire un peu ce qu'il a fait les 2 dernières courses et comme il a fait l'an dernier, à enchaîner des victoires, il sera imbattable. Maintenant, pour moi, là où ça va vraiment se jouer, ce championnat, peut-être, c'est les 2 prochaines courses, Assen et Sachsenring. On sait que Assen, c'est un circuit qui peut quand même bien convenir aux Aprilia, bon, aussi aux Ducati. Et puis après, le Sachsenring, où pour tout le monde, Marquez, il a déjà 37 points. Mais il faut pas oublier que ces dernières saisons, que ce soit à Austin ou au Sachsenring, à chaque fois, on dit Marquez, il va gagner, il va gagner, il va gagner. Et il a quand même fait des erreurs. Donc, on verra. Mais c'est sûr que Marquez, comme on disait tout à l'heure, Bezzecchi est dans une dynamique négative. Bah, Marquez, c'est l'inverse. Et on peut vite récupérer beaucoup de points, comme on peut vite en perdre. Et ça, on l'a déjà vu par le passé, bah, notamment avec Pecco face à Quartararo en 2022. Enfin, voilà, et surtout avec maintenant 37 points sur un week-end, il suffit d'être un week-end pas très bien et ton collègue, lui, il est super bien et tu perds beaucoup. Mais Marquez, pour moi, n'est pas encore champion, loin de là.
Ah là, c'est surtout qu'il a enchaîné de beaux week-ends, hein, parce qu'en Hongrie, il fait 37, et là, il fait 32. C'est surtout le côté rouleau compresseur, comme disait Pierre, je pense, qui est à voir. C'est peut-être un peu tôt pour dresser un bilan définitif. C'est même trop tôt, c'est sûr, parce qu'il reste encore 7 courses, je crois. Mais 12 courses. c'est hallucinant quand même. Enfin, de sortir ça après 2 résultats blancs en France et en Catalogne, parce qu'il était blessé, revenir un peu dans le dur en Italie et puis là revenir en étant le favori sur Hongrie et enfin en Hongrie il était pas le favori mais on le voit gagner en Hongrie, on se dit bah là ici il y avait pas de raison qu'il fasse pas top 3 quoi. Ça montre surtout une chose, c'est que c'est le niveau de ses adversaires. Qu'un Marquez, quand il est vraiment soit à 100 ou à 90, c'est quasiment impossible de le battre. Il a quand même au niveau du talent, il est au-dessus des autres et voilà, on le sait depuis plus de 10 ans maintenant et là, il le prouve encore une fois. Il s'est quand même pris une petite frayeur dans le dernier tour. Je sais pas si vous en Ouais, souvenez? Ouais. tout à fait. Mais ça se voit qu'il était pas non plus trop à la cool parce qu'il fallait bien se Mogura derrière, hein, mais voilà, intéressant quand même je trouve, et puis parlant de Pecco, qui nous fait son 4e podium de suite, heu, une victoire en sprint, pour Pecco aussi c'est un résultat intéressant. On a l'impression qu'il sort un peu la tête de l'eau là sur les dernières courses. Tout à fait. Pecco, ce que j'ai bien aimé, c'est l'entièreté de son week-end. C'est-à-dire que dès le vendredi matin, il est dans le coup, il se qualifie directement Q2, ce qui est pas toujours le cas, ces derniers temps. Finalement 3e en qualif et victoire en sprint avec le bon choix de pneus et il s'est battu en course pour doubler Ayogura et Marc Marquez. Il a longtemps été en tête avant de devoir lâcher un peu. Franchement, c'est un week-end complet de Pecco. Alors, il lui manque encore un petit truc pour aller battre certaines Aprilia dans certains contextes et Marc Marquez, mais on y est presque. Et c'est la spirale positive, je souligne ce que tu as dit, qui revient. Il prend des gros points sur les 4 derniers week-ends où bah, il descend jamais en dessous de 17 points près. Donc voilà, il faut qu'il continue comme ça et je pense pas qu'il soit très champion du monde à la fin, c'est pas ce que je veux dire, mais la spirale positive dans laquelle il est, s'il continue et que il a parfois un peu de chance, comme il a déjà eu, sur certaines disqualifications, hem, il peut terminer, top 3 du championnat, ouais, je pense. Ouais, pour moi, on voit le Pecco qu'on a aimé, on va dire, il y a 2 saisons, 3 saisons. C'est-à-dire comme un pilote très bon dès le départ, qui mène quand même une grande partie de la course et en fait qui est dans le coup. Ce qui n'était plus le cas, une partie de la saison dernière et en début de saison. Et là, que ce soit Mugello, il mène la course, à Brno, il mène la course aussi, une grande partie du week-end. Il gagne en sprint. Enfin, moi, ça me fait vraiment plaisir de revoir le Pecco, ce Pecco-là et pas celui qui est perdu, et qui termine 8e ou 10e. Et et ça montre quand même que la Ducati est revenue à un très bon niveau parce que Pecco, on a l'impression qu'il revit. Marquez, bon, bah, il vient de gagner 2 courses de suite. Donc c'est surtout ça pour moi, c'est vraiment le retour des rouges, ce qui n'était plus le cas depuis fin septembre l'année dernière. Oui, je pense que Ducati avait peut-être arrêté de bosser sur sa moto, en se disant: «Bon, c'est bon, on a une moto qui gagne et on a Marc Marquez, on le titre 2026 dans la poche, on se concentre sur la moto 2027, la 850». Et quand ils ont vu arriver Aprilia avec cette, machine phénoménale qu'ils nous ont sortie cette année, ils se sont dit: «Peut-être qu'il faut qu'on se remette au boulot» et ils ont trouvé des petites choses. La moto a progressé, on l'a vu avec Didja, on l'a vu avec, du coup, Pecco et Marc. Donc faut qu'ils continuent dans ce sens-là. Ça fait du bien de voir une bagarre entre constructeurs. Je dis ça alors que ça m'allait très bien quand Ducati gagnait largement, mais voilà, ça fait du bien de voir qu'il y a 2 machines qui sont au niveau et qui peuvent se battre pour la victoire chaque week-end avec Et en différents plus pilotes. 2 italiennes. Ouais, ouais, en plus et puis avec de différents pilotes donc c'est tant mieux. Je voulais souligner pour Pecco et désolé de revenir dessus, mais c'est sa 63e podium, Ouais. en catégorie Rennes. Donc c'est le 3e meilleur italien là-dessus après les 199 podiums de Valentino Rossi et les 88 podiums de Agostini. Donc il rentre un peu plus dans Ouais, top les pilote quoi. voilà, Ouais. les statistiques, et les top pilotes, du MotoGP et aussi de son pays, l'Italie. Ouais et puis pour finir sur Ducati, DJ qui est toujours présent et puis
pas loin du tout de la victoire, à 2 secondes 4 hein, Ouais. sur le Quand dimanche, mais c'est un peu plus irrégulier pour DJ là, c'est un peu compliqué là C'est peut-être le pilote le plus régulier de la saison. Tout à l'heure, on parlait en moto 2, moto 3 des pilotes qui étaient toujours à peu près vers la 5e place, comme Alonso. DJ Antonio, c'est un peu ça. On sait qu'il sera dans le top 5. Contrairement à Morbidelli, mais on a décidé de pas le citer aujourd'hui. Oui, non, autant pas parler de Morbidelli. KTM, on en parle ou pas du coup? Puisque si on parle pas de Morbidelli, on n'est pas obligé de parler de KTM. Ah, Costa fait un bon week-end, encore à se battre avec sa moto, qui le lâche dans le dernier tour en cassant encore une fois. Donc catastrophe KTM, mais apparemment on n'a pas le droit de dire que il y a un problème sur la moto. Mais surtout, ce qui est bizarre avec KTM, enfin, aujourd'hui, en MotoGP, depuis une dizaine d'années, c'est très rare d'avoir des casses mécaniques. KTM, c'est tous les week-ends, on a au moins une moto qui casse. Donc c'est quand même un problème. Faut le noter. Non, il y a un gros problème de fiabilité. Je te rejoins. D'habitude, je pense qu'en moyenne, pouvait aller une casse de moto par marque par demi-saison ou par saison. Et là, depuis Barcelone, il y a quoi? Il y a 7 ou 8 pannes maintenant en 4 Grands Prix sur Là, les c'est dur. KTM. Mmh. C'est énorme. Côté Honda, on a un Moreira de plus en plus rapide aux essais au qualif, mais qui souffre encore en course. On a une chute en sprint dans le premier tour alors qu'il est 3e. Et le dimanche, il dégringole un peu pour finir 11e. Mais Moreira, il est vraiment en progression là depuis le Mugello, et ça fait vraiment plaisir de voir le gap qu'il a passé par rapport au début de saison. Maintenant, bon, ça tient pas encore pour la course, mais c'est mieux, on va dire, de se retrouver dans le top 5 aux essais et puis bon, bah, un peu galérer en course qu'être toujours 11e pendant les essais ou pendant la course. Là, ça montre bien quand même qu'il a progressé, mais ça finira par passer. Ouais, Moreira, alors je sais pas si c'est un lien que vous avez fait, mais j'ai déjà dit, mais le fait qu'il y ait pas Zarco, on a l'impression que ça l'a libéré ou en tout cas dans le team, ils ont changé leur manière de travailler avec lui parce que quelque part, c'est leur seul pilote, on va dire, avec ce que peut faire Cal Crutchlow. Donc tant mieux pour lui. C'est sa saison de rookie, il a rien à perdre, donc c'est bien de voir un rookie progresser et voilà. Ouais, et puis, Mir qui a tenu avec le pneu tendre, hein, et qui a fini 5e dimanche. Résultat vraiment pas déconnant pour une fois qu'il chute pas, on allait dire, pour rigoler, mais Mais c'est l'exploit du week-end. intéressant. Moi, je pensais qu'il allait tomber parce que son pneu tendre, il allait pas tenir, qu'il allait souvent, comme souvent dans ce cas-là, lors de la dégradation des pneus, ne pas sentir venir la chute et voilà. Bah, il m'a fait mentir cette fois, donc tant mieux pour lui. Belle course, honnêtement, très très belle course de sa part. Il a toujours beaucoup de vitesse, donc c'est bien pour lui. Le gap, il est assez dingo entre DJ et Mir, du coup 4e, 5e de dimanche, c'est 10 secondes, hein, quasiment. Ouais. Bah, il y Donc a un monde, encore une fois, il y a un monde entre les Aprilia et Ducati et le reste, hein. mmh, C'est tout, c'est ça le truc, hein. ouais, c'est fou, hein. Et c'est vrai ce que tu dis, Pierre, sur Mir, je pensais exactement comme toi. Il chute à toutes les courses et là, il fait un choix de pneus qui est plus causé. Ça ne pouvait que mal finir et en fait, il nous fait sa meilleure course de la saison. Enfin, la seule course qui termine le dimanche cette saison. Donc, c'est assez fou. Tant mieux pour lui, c'est bien parce que bon, c'est quand même un bon pilote, on le dit souvent, mais il n'a pas été champion du monde pour rien. Non, c'est clair. Et puis on va finir, par Yamaha, hein, qui est toujours au fond du classement avec Campri chez nous, du coup. Encore les pierres, compliqué, Quartararo, bon, il force même plus, hein. Justement, sur cette course, on lui a demandé de forcer. Et bah, il a fait un tour et demi, il chute. Et en fait, moi, ce qui m'a un peu, enfin, même pas surpris, mais c'est dans l'interview sur Canal, en fait, il est un peu dire, bah, l'équipe m'a demandé de forcer, je les ai écoutés, j'ai chuté. Voilà, c'est ça. Donc, arrêtez de dire que le reste du temps, je veux pas écouter l'équipe, je sais un peu ce que je fais. Et malheureusement, on peut le comprendre. En fait, on peut le comprendre, ça sert à rien de prendre tous les risques, d'attaquer comme un fou Non, pour c'est clair. terminer au mieux 13e. Ou au pire pour se blesser, hein. Et voilà, et surtout pour se blesser. Je pense qu'il l'a très bien dit, pour une fois qu'il dit des choses, pas déconnantes. Il a dit, «Le problème, c'est que la moto, on sait pas où est la limite et on sent pas venir la limite». Donc en fait, c'est soit du coup, bah, tu restes un peu sur la réserve parce que tu as peur de te casser la gueule et tu essaies quand même de finir ta course et du coup, il en manque, ou soit tu forces et tu es par terre au bout d'un tour et demi. Donc c'est toute la difficulté de cette moto. Elle me fait penser un peu à la Honda d'il y a 3-4 ans, qui était inconduisible parce que c'est pareil, elle sentait pas venir la limite. Donc
Donc pas de bol pour lui et dans l'ensemble c'est encore un week-end nulle part pour Yamaha, mais vraiment très loin. Rins a abandonné à 4 tours de la fin parce que il avait quelque chose dans sa roue quand même. Alors il va jamais dire ça comme ça, mais il allait se faire dépasser quasiment par Cal Crutchlow, Alex Rins. Non mais je pense que tu as tout dit quand tu compares la Honda 2023 avec cette Yamaha. C'est exactement la même chose parce qu'un Marquez, il avait pété les plombs complètement au Saxon Ring à Assen et voilà, parce qu'il n'en pouvait plus. Et pareil, dès qu'il forçait, il chutait et il savait pas où l'en était. Et là, en fait, on a vraiment l'impression que c'est pareil. Et Quartararo, c'est comme un pilote qui chute très rarement en course. C'est vraiment peut-être un des pilotes les plus réguliers en course en temps normal. Et là, en fait, voilà, enfin, de toute façon, dans la tête, il n'y est plus. Yamaha, on voit les autres pilotes, ils n'y sont pas non plus. Enfin là, c'est compliqué, c'est catastrophique pour tout le monde. Et pour l'équipe, c'est pas facile non plus parce qu'ils ne savent pas où aller. Et ouais, je pense qu'ils sont tous complètement perdus. Ouais. Bon, bah désolé de finir sur sur Yamaha, ça donne pas une très bonne image de la moto, mais bon. Finalement, Toprak, c'est le meilleur pilote Yam. On disait en début de saison, bah s'il est devant les autres, ça sera déjà une belle perf. Bah c'est exactement ce qui se passe là. J'ai envie de dire quand même sur Yamaha, il faut essayer de voir un peu du positif. Toprak, oui, il est à 25 secondes de la victoire, mais il est à 3 secondes de Bastianini qui est 10e. Donc en fait, il est à 3 secondes de Bastianini, Morera, Binder, Morbidelli. Donc voilà, il est quand même il n'est pas si loin que ça. Alors, on va dire 3 secondes en MotoGP, c'est énorme, mais 3 secondes, c'est pas grand-chose. Hein. Il y a plus d'écart entre Marini qui est 8e et Aldeguer qui est 6e qu'entre Marini et Toprak. Enfin, c'est des petits trucs comme ça, hein, faut se dire. Donc pour ça, ils sont loin, mais ce n'est pas non plus tant catastrophique que ça. C'est juste qu'aujourd'hui, le MotoGP, bah, tout se joue au 10e près. Hein. Il y a quelques années, on avait une seconde entre le premier et le troisième. Bon, bah, aujourd'hui, tu as une seconde entre le premier et le 15e. Ouais. Bon bah on va conclure là-dessus si ça vous va. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour le Grand Prix des Pays-Bas à Assen, un autre circuit qu'on aime évidemment. Et puis en attendant, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming ainsi que sur YouTube. Et puis si vous avez envie de parler de MotoGP avec nous, bah Facebook, Discord et Twitter. Merci messieurs. Merci à Salut! tous. Ciao. Salut.